On est ce soir avec Maître Lorenza Borjak. Elle va nous donner plus d'informations sur l'affaire des grands frères. On a entendu en début de semaine, à part effectivement les familles qui nous ont donné l'information que 5 autres personnes auraient été arrêtées. Donc une de ces personnes effectivement est le client de Maître Borjak. Bonsoir Maître Borjak. Bonsoir. Alors, on a entendu justement cette semaine qu'il y a effectivement 5 nouvelles personnes qui ont été arrêtées et apparemment, ils ont fait un peu le rapprochement avec les grands frères. Donc, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ce dossier, s'il vous plaît? Alors effectivement, début de semaine dernière, il y a eu 5 nouvelles interpellations. Donc il y en a une première le lundi dernier et 4 le mardi, qui concernent des Guadeloupéens qui étaient des connaissances des 7 premiers qui avaient déjà été interpellés et mis en examen. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de... Pour ces hommes, hein, il y en a 4 aujourd'hui qui sont détenus, qui ont été écroués au centre pénitentiaire de Ducos. Et il y aura un débat demain concernant un autre. Et on ne sait pas effectivement s'il sera... Le juge des libertés de la détention va suivre les réquisitions aussi bien du juge d'instruction que va suivre les réquisitions du parquet et ainsi que la demande qui a été faite par le juge d'instruction de voir incarcérer ou pas cette personne. Donc nous sommes dans l'attente demain pour savoir si effectivement les 5 seront détenus ou seulement 4 le seront, un placé sous contrôle judiciaire ou laissés libres. Donc effectivement, il y a 4 Guadeloupéens déjà en Martinique. Celui qui est ici, effectivement, donc quels sont effectivement les motifs pour lesquels, pourquoi on les a arrêtés? Alors écoutez, il faut savoir qu'une mise en examen repose pour un juge d'instruction sur, selon lui, l'existence d'indices graves et ou concordants, d'accord, qui laissent penser qu'une personne, quelle qu'elle soit, aurait commis ou tenté de commettre une infraction. Dans le cas qui nous intéresse, c'est qu'on considère que ces 5 hommes, d'une façon ou d'une autre, ont participé à des degrés différents aux événements qui ont eu lieu aussi bien en novembre qu'en décembre 2021 qui ont secoué la Guadeloupe. Voilà. Très bien. Donc effectivement, ils ont fait le rapprochement avec les grands frères. On a effectivement entendu aussi monsieur Gargamel qui on supposait qu'il avait été arrêté au départ et que finalement on a eu l'information que ce serait peut-être lui qui a été arrêté parmi les 5. Est-ce qu'on peut avoir cette confirmation? Alors écoutez, c'est quand même assez surprenant parce que c'est vrai qu'on avait une enquête préliminaire qui a commencé depuis le mois de novembre. À partir de janvier 2022, on s'est retrouvé dans le cadre d'une information. Alors que, voilà, il a eu l'occasion de s'exprimer lui-même sur les réseaux. Cet homme est laissé en liberté jusqu'au mois de juin. Bizarrement, il n'y a rien contre lui. Et au mois de juin, on trouve des éléments permettant de le rattacher suffisamment aux faits qui ont secoué la Guadeloupe en novembre et décembre pour avoir le mettre en examen et en plus pour avoir à l'écrouer au centre de Ducos. Donc c'est quand même c'est surprenant aussi bien pour mon client que pour les autres, hein, parce que en toute honnêteté, ces hommes ne se connaissaient pas, les uns les autres ne se connaissaient pas, ils se sont connus justement en Martinique et le lien qui les relie, je dirais, à cette procédure est vraiment très mince, est vraiment très tenu et on a appris que c'est pendant l'information qu'on va déterminer si effectivement il y a suffisamment d'éléments contre eux ou pas. C'est-à-dire que ces éléments n'existaient pas avant, mais vont exister pendant l'information. Donc c'est un peu un procédé, je dirais, curieux, qui interroge, mais qui interroge je dirais dans un double sens, dans la mesure où vous avez cette deuxième vague d'interpellation qui repose sur quelques éléments, on les cherche encore, mais malheureusement vous aurez encore d'autres vagues d'interpellation. Et pourquoi est-ce qu'il y aura encore d'autres vagues d'interpellation? C'est parce que c'est exactement ce que nous avions dénoncé dès le début, un dossier vide. Un dossier vide qu'il faut essayer de combler d'une façon ou d'une autre. Donc on a eu quoi d'abord? On a eu une communication à tout va, à tout craint du parquet de Pointe-à-Pitre dès janvier 2022 sur le nombre de personnes et les qualités des personnes qui ont été arrêtées. Deuxième étape, on a eu la saisine de la GIRS. Alors là, c'était le pompon, parce qu'on se retrouve dans le cadre je dirais, de crime organisé, de grands bandits de grands chemins. Donc voilà, saisine de la GIRS.
Troisième épisode, on a le transfert de 4 de ces personnes, mais dans des conditions qui sont quand même exceptionnelles. Nous avons hélicoptères, nous avons combien d'escadrons qui arrivent. Donc pour bien montrer la dangerosité de ces hommes, bien évidemment, vous aurez compris mon caractère ironique dans ce que je dis sur la dangerosité de ces hommes. Et là maintenant, on a encore une autre étape, on franchit encore une autre étape. 5 autres personnes qui sont interpellées et transférées, non pas sur la métropole cette fois-ci, mais directement sur la Martinique et écrouées au centre pénitentiaire de Ducos. Donc une espèce de construction qui se fait autour de ce dossier parce qu'il faut lui donner de la consistance. Et cette consistance est essentiellement orientée vers la forme. Donc ça passe par les étapes que je viens de vous décrire parce que le dossier, dans le fond, il est vide. Et comme l'avait déjà souligné mon excellente consoeur Maître Demoukrit, tôt ou tard, il faudra toucher au fond. Tôt ou tard, il faudra rentrer dans ce dossier pour réaliser, voilà, malheureusement qu'il est vide. Donc, on a eu 5 interpellations et on s'attend bien évidemment à avoir d'autres interpellations parce qu'il faut vraiment donner de la consistance à un dossier, je le répète, qui reste vide. Alors, autre question, pourquoi il n'est pas possible de leur donner, par exemple, une amende qui puisse sortir, se défendre à l'extérieur, ou peut-être même d'avoir un bracelet électronique? Pourquoi il faut qu'ils soient enfermés, emprisonnés à ce moment, alors qu'on entend effectivement dans les informations que plusieurs personnes commettent effectivement des infractions qui nous paraissent, nous, population et médias, plus graves, et pourtant qui sont en liberté? Alors, déjà une rectification. Il faut savoir que le bracelet ou l'amende n'interviennent qu'après le jugement. Une amende, c'est une sanction. Un bracelet, c'est une forme d'aménagement de la peine. Là, nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes au début vraiment de l'instruction. Il n'y a pas encore de décision de jugement. Mais pour répondre de façon précise à votre question, c'est simplement aujourd'hui, parce qu'on essaie de comprendre aussi, on essaie de chercher ce qui justifie le traitement qui est réservé à ces 12 hommes aujourd'hui. 7 au départ, mais 12 aujourd'hui. Nous pensons effectivement que c'est pour avoir à donner un exemple et une certaine façon de faire suffisamment peur à la population pour que tout le monde reste calme, pour avoir endigué, je dirais, ce mouvement social dont le fond n'est pas forcément entendu. Au contraire, on essaie de régler par la périphérie ce qu'on pourrait effectivement régler autour d'une table. Donc aujourd'hui, c'est vrai, je vous rejoins, il y a des hommes et des femmes qui commettent des infractions beaucoup plus graves que celles pour lesquelles nos clients aujourd'hui ont été écroués, mais le choix a été fait d'en faire des exemples. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont écroués? Et ça me fait encore sourire. Ils sont écroués parce qu'il faut éviter absolument une concertation frauduleuse. C'est-à-dire il faut éviter que ces personnes à un moment ne se réunissent et se mettent à discuter entre elles. Mais là où ça reste quand même comique, c'est que sur les 7 premiers, vous en avez 4 qui ont été transférés dans les 4 coins de la France. D'accord? Aujourd'hui, vous en avez 5 autres qui seront sur Ducos. Pourtant, lorsque nous sommes arrivés vendredi au tribunal judiciaire de Fort-de-France, les 5 qui ont voyagé et pour aller à la Martinique se sont retrouvés dans la même cellule. Donc, ces personnes ont eu très certainement l'occasion ne serait-ce que de se présenter parce qu'aucune ne se connaissait. Donc ça veut dire qu'à minima, il y a eu cette discussion. Mais on vous explique qu'il faut absolument éviter qu'elles ne se rencontrent et que la détention provisoire, c'est le meilleur moyen qu'elles n'aient pas discuté entre elles. Pourtant, pendant combien d'heures elles seront laissées dans la même, je dirais, dans la même petite cellule réservée au déferment au TJ de Fort-de-France. Donc, la concertation que l'on veut éviter à l'extérieur est pourtant celle qui est organisée à l'intérieur. Parce que quand ils arriveront aussi au centre pénitentiaire de Ducos, ils iront dans des cellules arrivants. Alors, je ne sais pas de combien de cellules dispose effectivement le centre pénitentiaire de Ducos. Il n'en demeure pas moins que c'est sûr qu'il y en aura au moins 2 qui seront dans la même cellule, voire 3 dans la même cellule. Donc aujourd'hui, venir nous sortir comme argument qu'il faut absolument les placer en détention parce que c'est le seul moyen d'éviter qu'ils ne communiquent entre eux, la preuve a été portée, je dirais, par le parquet lui-même, que c'était impossible puisque lui-même organisait à l'intérieur cette concertation frauduleuse, entre guillemets. Dernière question, effectivement, ce qui nous a amené ici, effectivement, c'est le communiqué de presse que j'ai vu ce matin et que vous avez pu, effectivement, nous répondre assez rapidement. Ce communiqué de presse qui a montré, effectivement, la façon, la difficulté, effectivement, qu'a été interpellé votre client. Pouvez-vous nous donner plus d'informations dessus? Alors, le communiqué de presse a été établi pour avoir à informer la presse, mais aussi la population, des conditions dans lesquelles mon client placé en garde à vue n'a pas pu avoir accès à son avocat.
Alors j'ai suivi un reportage hier, me semble-t-il, qui est passé sur France 3 dans le cadre de l'émission d'Outre-mer, où j'ai entendu un journaliste retenir du communiqué de presse le simple fait que je cite mon client. Mais le fond du communiqué n'a pas été évoqué et je pense que c'est volontairement que ça n'a pas été évoqué. Et il me semble quand même très important d'avoir à le préciser. Mon client va solliciter à plusieurs reprises, tout comme sa compagne, que je l'assiste, que l'avocat qui doit assister M. Lapillus et Maître Bourjac. Sauf que il y aura une résistance que je ne m'explique pas jusqu'à la journée d'aujourd'hui, une résistance de la part de certains OPJ, je ne peux pas dire tous, mais de certains, qui vont me qualifier, qui vont d'abord lui indiquer que je ne suis pas joignable, ensuite qui vont lui indiquer qu'il y aurait un conflit d'intérêts et que le juge ne va pas accepter, pour arriver au dernier argument que je serai une avocate indépendantiste, tout comme ma consoeur Gladys Democrite. Donc nous avons été très surpris des propos qui ont été tenus et surtout de cette résistance vis-à-vis de mon client pour m'avoir comme avocat. Je tiens à insister sur ce point parce que comme nous sommes persuadés, mes confrères et moi-même, qu'il y aura d'autres interpellations, il est important que les personnes qui seront futures interpellées dans cette affaire sachent qu'elles ont droit à un avocat. Qu'ils soient un avocat choisi, qu'ils soient un avocat commis d'office, le droit à l'avocat relève justement des dispositions non seulement du code de notre procédure pénale, mais aussi, je dirais, du droit international, entre guillemets. Donc il est important que tous sachent qu'ils ont droit à un avocat. Et quelle que soit la chose qui pourra leur être dite, il y a des avocats qui se tiennent à la disposition de tout un chacun pour les assister dans le cadre de la mesure de garde à vue. Et cela, cette atteinte au droit de la défense, cette atteinte au gardé à vue d'avoir accès à un avocat est inadmissible, surtout pour les raisons qui ont été évoquées. Alors que je sois indépendantiste ou pas, ne rentre pas en ligne de compte dans le cadre de la désignation que fait mon client me concernant. Et ça, c'est très important et j'insiste sur ce fait parce que nous sommes persuadés qu'il y aura d'autres vagues d'interpellation et qu'il est important que ces Guadeloupéens demain qui seront placés en garde à vue, interpellés dans le cadre de cette affaire, aient accès à leur avocat. Qu'ils soient commis d'office ou qu'ils soient un avocat choisi, ils ont droit à cet avocat. Et dans le communiqué de presse, c'est ce qu'il y avait de plus important. L'important ne se situait pas dans le cas de savoir si je donnais ou pas l'identité de mon client ou des autres mises en examen. L'important résidait dans le refus, dans cette résistance policière qu'il y a eu à permettre à mon client d'accéder à son avocat. Et ça, c'est tout simplement inacceptable.